Alors, Stéphane Rosès, pour ceux qui éventuellement ne le connaîtraient pas, hein, ça arrive, euh, est politologue, essayiste, a été un très grand sondeur, sinon le plus grand sondeur. Il a formé quasiment tous les sondeurs qui sont aujourd'hui sur la place de Paris. Stéphane Rosès a dirigé le CSA pendant très très longtemps. Et eh bien aujourd'hui, on reçoit Stéphane Rosès pour parler de manière globale de ce qui nous arrive, de ce qui arrive à la France et de quel est notre destin. Et on va se baser sur le travail qu'il a réalisé, le livre qu'il a écrit avec son camarade Arnaud Benedetti, Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, car Stéphane Rosès a une lecture de ce que veulent et ce que font les peuples à travers leurs imaginaires, ce qui est très très intéressant. On en avait déjà parlé ici. Et ce qui nous intéresse, c'est, avec toi, Stéphane, c'est ta perception générale de la situation, puis on rentrera dans les détails particuliers. Nous sommes à un moment, un tournant euh, géopolitique. L'hégémonie américaine s'effondre au profit peut-être d'un multilatéralisme porté par les BRICS. Cela crée des frictions, il y a des conflits, le conflit en Ukraine qui s'éternise, dramatique, le conflit au Proche-Orient. Hier, on a commémoré le massacre du 7 octobre et ses conséquences avec la guerre à Gaza, maintenant la guerre au Liban, peut-être la guerre demain en Iran. Les tensions entre la Chine et les États-Unis, les tensions commerciales, le néolibéralisme qui vacille sur ses bases. Et puis, donc, évidemment, tout cela entraîne des difficultés en France, qu'elles soient d'ordre économique, budgétaire, social et évidemment politique, avec le chaos que l'on connaît depuis l'élection européenne. Alors, pour introduire, cher Stéphane, est-ce que nous sommes déjà dans le chaos ou on s'y dirige encore? On s'y dirige, aucun processus historique n'est véritablement irréversible. Il faut rapidement revenir peut-être à la racine de ce qui nous arrive. La singularité de la mondialisation actuelle, c'est que, contrairement aux précédentes, elle ne résulte pas des communautés humaines, empires, nations au travers de leurs représentations et intérêts, mais la mondialisation, mosaïque de civilisations et peuples culturellement différents, résulte désormais de logiques qui sont encore pour partie économiques, financières, numériques. En un mot, la globalisation s'autonomise de la mondialisation et le cours des choses est régulé par des instances transnationales ou post-nationales, néolibérales, dont on a en tête les grands organismes internationaux et dont la traduction politique la plus aboutie est l'Union européenne. Ce mouvement néolibéral entraîne en réaction, parce que les peuples ne peuvent être dessaisis de leur destin. La crise de la Covid-19 a montré à quel point les sociétés n'étaient pas mues tant par le désir de prospérité ou même par les libertés individuelles, mais par le fait de faire face ensemble à la maîtrise de leur destin. Le néolibéralisme
et ses gouvernances ont donné au peuple le sentiment qu'ils ne maîtrisaient plus leur destin, ça a entraîné en réaction des replis des peuples sur eux pour éviter qu'ils se fragmentent des modes de résolution guerriers et avec une dimension identitaire et notamment religieuse prenant le pas sur les anciennes formes d'identification collective qui étaient les idéologies et les nationalismes. Cela explique que les conflits anciens comme le conflit israélo-palestinien prennent une part et une dimension religieuse qui antagonise et fanatise et après la chute du mur de Berlin, la guerre en Ukraine, dont les dimensions notamment de rivalité théologico-politique à l'intérieur de l'orthodoxie, entre l'orthodoxie de Moscou et de Kiev, prennent une part tout à fait décisif. En un mot, les guerres ne datent pas d'aujourd'hui, c'est leur forme identitariste et souvent à connotation religieuse qui est la réaction des peuples au dessaisissement entraîné par la globalisation néolibérale portée par les logiques du capitalisme financier, des marchés et de la technique. Vous avez, Georges, rajouté à cela les modifications géopolitiques se structurant dorénavant non plus autour du conflit Est-Ouest, mais depuis la chute du mur de Berlin, par un nouveau conflit porté par des imaginaires fort différents, l'imaginaire occidental d'une part, et d'autre part au sein du Sud global, quatre civilisations fort différentes, mais dont le point en commun est le ressentiment et l'injustice par rapport à un ordre du monde porté par un Occident qui non seulement veut imposer ses standards économiques, commerciaux, juridiques et financiers, mais aussi ses us, ses coutumes, ses façons de voir les choses dont le wokisme et des idéologies postmodernes sont l'expression et qui sont vécues comme des nouvelles formes de religiosité. Autrefois, pour l'Occident, c'était l'universalisme judéo-chrétien. Maintenant, c'est le wokisme qui devient, dans certains cas, même des conditions d'aide au développement. Et donc, ce Sud global, fort divers, géostratégiquement, économiquement, avec des divisions internes, notamment par exemple entre l'Inde et la Chine, ont en commun au fond une vision moins de surplomb de l'Occident comme maître et possesseur de la nature, mais vous avez utilisé l'expression au fond demandant une nouvelle forme de multilatéralisme où devrait prévaloir l'harmonie et la souveraineté de chacun en termes de civilisation et de peuple. Et n'est-ce pas là, avec ce concept de multilatéralisme, est-ce qu'on n'a pas une forme étonnante de victoire idéologique de la pensée du général de Gaulle
dans sa vision qu'il avait justement des relations internationales et spécifiquement de la place de la France dans le monde. C'est le paradoxe de la période, au fond, on le voit bien, de la même façon que le Sud global est divers civilisationnellement, mais soudé par le refus du cours des choses, une globalisation néolibérale qui, selon moi, fracasse plus de l'intérieur l'Occident que le Sud global, mais néanmoins porté par les forces du Sud global. Eh bien, à l'intérieur de l'Occident, si le général de Gaulle était parmi nous, si l'Europe existait réellement, si elle n'était pas inféodée intellectuellement, économiquement, géostratégiquement aux États-Unis, l'Europe pourrait servir de pont entre l'Occident et le Sud global. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'intérieur de l'Occident et de son imaginaire, des façons de voir, il y a des peuples animés par leurs imaginaires qui ne sont pas seulement des façons de voir civilisationnelles, mais aussi des façons d'être et des façons de faire. Et au sein de l'Occident, pour être rapide, parce qu'on n'a pas le temps d'y passer des heures, mais pour des raisons historiques et anthropologiques, la matrice de l'Occident qu'est l'Europe a été, depuis Mare Nostrum, sensibilisée et socialisée aux différences que recèlent ces diversités de peuples dans un espace géographique contraint autour de l'idée des frontières. Et l'Europe, par son histoire, a été payée pour savoir que l'humanité, certes avec une vision un peu en surplomb occidental, c'est quand même de la diversité. On s'est nous-mêmes en Europe suffisamment affrontés entre nous et on a suffisamment connu les retours de bâton du colonialisme, les peuples opprimés renvoyant à l'Occident ses propres valeurs, comme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, pour voir le monde comme étant une mosaïque de peuples divers. L'imaginaire américain, lui, est très différent. Nous sommes universalistes comme les Américains, mais l'universalisme américain est, lui, messianique. C'est son point en commun avec une certaine vision du sionisme israélien pour des raisons différentes. Le messianisme, c'est l'idée qu'on pourrait importer des valeurs au monde entier par la persuasion, par l'argent, par la force. Et donc la conception messianique des Américains, pour en rester à eux, évidemment ne peut faire un pont entre des civilisations et des peuples, parce que ce qu'ont en commun les Américains dans leur imaginaire, c'est que eux ou leurs aïeux ont voulu construire une terre promise. Et cette terre promise, volontaire, construit le messianisme des Américains dans le reste du monde, sauf évidemment pour les descendants d'Indiens qui ont subi une forme de génocide ou en tout cas d'épuration ethnique. Évidemment, les enfants d'esclaves noirs qui n'ont rien demandé en arrivant. Vous voyez bien que aux États-Unis,
Barack Obama ou Kamala Harris peuvent être présidents de la République parce qu'ils portent justement une couleur de peau, mais ce ne sont pas des descendants d'esclaves. De sorte que leur adresse à la nation américaine s'inscrit dans l'imaginaire américain, alors que des descendants d'esclaves, eux, porteraient un identitarisme, une revanche et un rapport à l'histoire rendant absolument impossible le fait qu'ils puissent accéder à la Maison Blanche. En un mot, le messianisme américain tend et vise à tendre les relations entre l'Occident et le Sud global, là où l'Europe et le général de Gaulle, s'il était en vie, devraient servir de passerelle pour construire un nouvel ordre international conforme à l'imaginaire des civilisations et des peuples si divers. Mais ça m'amène idéalement à ma question suivante. Vous avez parlé, Stéphane, de ce messianisme américain, ce qui est tout à fait juste, puisque on le voit, comme vous l'avez dit, se manifester tant dans la gauche américaine que la droite américaine, tant dans le néoconservatisme que dans le wokisme, avec toujours cette idée au fond que les États-Unis, c'est la nation utile, euh, qu'ils ont une destinée particulière euh, comparée aux autres nations, aux autres peuples, qu'ils doivent les guider, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Et vous avez dit que donc l'Europe est afféodée aux États-Unis, et c'est bien le grand vide dans la géopolitique mondiale, c'est que l'Europe n'existe pas. Face à ce messianisme, elle s'y est soumise. On peut même considérer peut-être que les élites, en tout cas celles qui nous gouvernent, fonctionnent avec un imaginaire américain. Et est-ce que ce n'est pas peut-être là le fondement profond de la crise européenne, car nous vivons une crise européenne, et comment voyez-vous son issue? Est-ce que l'Union européenne va se transformer en une sorte de gigantesque porte-avions des États-Unis, comme le semble vouloir Madame von der Leyen? Va-t-elle trouver sa voie propre, ou va-t-elle éclater définitivement? Dans le monde tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il a été dans le passé, n'existe et n'influence et ne pèse que les pays, cités-États, nations, empires, pour lesquels il y a une cohérence entre les institutions et les peuples. Si l'Europe s'effondre économiquement dans tous les domaines et géopolitiquement, si l'Europe n'est plus maître de son destin, si elle sort de l'histoire, si dans la guerre en Ukraine, les décisions importantes vont se prendre à Londres, surtout à Washington, à Moscou et à Pékin, bref, si l'Europe disparaît, c'est que les institutions européennes, l'Union européenne, est l'inverse du génie européen. La devise du génie européen, c'est uni dans la la devise de l'Union européenne, c'est uni dans la diversité. C'est l'inverse du génie européen. Le génie européen, c'est la diversité qui fait du commun. Le commun, c'est pas l'union, et il ne faut pas inverser les causes et les effets. D'où vient le fait que l'Union européenne soit devenue le génie européen, l'inverse du génie européen qui, depuis Mare Nostrum, est de faire de la diversité du commun,
puisqu'il a bien fallu que dans un espace géographique restreint, la mer Méditerranée, une multitude de peuples divers culturellement se côtoient, et ce qui a généré un rapport au réel en léger surplomb qui a fait le génie occidental. Eh bien, ça vient de ce que, au fond, Marcel Gauchet sort un livre qu'il faut lire, Oui. et qui reprend au fond cette idée d'une autre façon que j'explore dans Chaos Essai sur les imaginaires des peuples. Lui, avec ces mots, moi je parle d'inconscient collectif et d'imaginaire des peuples, lui, il parle de substrat inconscient par rapport aux formes conscientes. On utilise des mots différents, on part de points de vue de départ différents, mais au fond, on converge. Il se passe que, à l'intérieur même de la pensée européenne, selon moi et Alain Suppiot, dès les Lumières, il y a deux conceptions de l'universalisme. Celle de Montesquieu, pour qui la loi doit résulter des us et coutumes des peuples, et celle du mathématicien Condorcet, pour qui la raison et la vérité étant une, la loi doit précéder et surplomber les us et coutumes des peuples, ceux-ci s'y adaptant. Donc vous le voyez bien, Georges, dès les Lumières, il y a une bifurcation possible entre une conception universelle fondée sur les cultures des peuples, Montesquieu, ou bien des lois en surplomb des peuples, et les peuples s'y adapteront, Condorcet. Et cette pensée a gagné chez les élites et fait que la gauche comme la droite sont devenues néolibérales, une mauvaise compréhension, enfin un marxisme vulgaire, celui qui va chercher le Marx du Capital, oubliant le jeune Marx, et un libéralisme vulgaire, confondant libéralisme et néolibéralisme. Vous l'aurez compris, pour moi, le néolibéralisme de Condorcet est l'inverse du libéralisme de Montesquieu. Bref, marxistes et libéraux vulgaires ont convergé dans l'idée que l'économie et la loi faisaient les sociétés. Et donc, ils n'ont pas vu le déboîtement dans les institutions européennes généré au moment de la chute du mur de Berlin par l'acte unique et le traité de Maastricht. Ils ont cru qu'on pourrait faire l'Europe en unifiant les peuples européens au travers de procédures juridiques et économiques communes. Voilà pourquoi, au fond, de Mélenchon à Emmanuel Macron, en passant par, je ne sais plus très bien ce qu'il pense maintenant, le Premier ministre Barnier, au fond, tout cela converge dans une idée fausse, économiciste, du cours des choses que je pointe depuis de nombreuses années, et au travers de mon analyse sur les imaginaires des peuples et l'histoire, et que de façon précise et différente, Marcel Gauchet détaille dans son dernier livre.
Ce qui nous amène à ce pays qui est important en Europe, à savoir la France, où nous sommes pour le moins dans une situation compliquée, d'indécision, avec pour le moment 3 blocs politiques qui semblent relativement irréconciliables. Peut-être que derrière, on a, avec le vote France Insoumise et le vote RN, un peuple qui se sent dépossédé du politique et conteste par le vote, ou tente de se réapproprier, ou tente de trouver des voies, comme avec le concept de RIC qui a émergé pendant le référendum d'initiative citoyenne, qui a émergé comme revendication principale pendant le mouvement des Gilets jaunes. Quid de la situation de la France, qui semble dans un moment d'indécision extrême, avec une, une- une très forte désindustrialisation structurelle qui nous a menés dans une situation économique difficile, une dette considérable, visiblement une incapacité au Mozart de la finance à juguler cette dette, et un gouvernement minoritaire, faible, qui doit naviguer dans une tempête. Si la France est la plus affectée par ce que devient l'Europe, c'est que son imaginaire, qui depuis des siècles est universaliste et projectif, a comme moteur des disputes politiques communes. Elles ont pris dans le passé des formes à l'intérieur de la monarchie catholique, souvent assez coriaces, et puis un établissement lent de la République, et au sein de la République et la démocratie. L'imaginaire français a comme moteur une dispute politique commune dont la condition, d'où notre Révolution française, est l'idée de la souveraineté nationale. Pourquoi? Dans ma grille d'analyse, pour que la dispute politique commune puisse se déployer, il faut que la dispute s'encastre dans le commun. Et la possibilité du commun, c'est justement la souveraineté nationale. C'est le fait que les peuples soient maîtres de leur destin. Et dans ma grille d'analyse, la souveraineté nationale est la condition de la souveraineté populaire, pour répondre à votre question sur le RIC. Il ne peut pas y avoir, contrairement à ce que pense Jean-Luc Mélenchon, qui en est resté à un marxisme primaire économiciste, mais politiquement modernisé par une conception post-gramscienne introduite par un latino-américain, Ernesto Laclau, le mari de la philosophe Chantal Mouffe. Et Mélenchon a fait une sorte de syncrétisme entre une analyse post-gramscienne, où pour Gramsci, la classe ouvrière était le centre de classes annexes, à une analyse post-gramscienne où tous les annexes se vaudraient. Plus le péronisme de gauche, le populisme de gauche, au travers de sa figure charismatique qui pourrait cristalliser ensemble des républicains, des islamistes, bref. Dans ce charivari et perte totale de repères sur ce que sont d'abord les problématiques de classe, puis l'articulation entre les questions culturelles et les questions de classe, Jean-Luc Mélenchon pense que nous sommes dans une situation pré-révolutionnaire et sa stratégie de la tension fait comme si il pourrait faire
au travers de la revendication de la souveraineté populaire, l'économie de la souveraineté nationale. C'est Donc, d'ailleurs, pour aller dans ce sens, hier nous recevions, à ta place David Kaila, l'économiste, des économistes atterrés qui est républicain de gauche et qui disait: «C'est très étonnant ce qui se passe à gauche et en particulier dans la France insoumise. Ils en ont oublié, les problèmes de production, la classe ouvrière, euh, la question des classes sociales. Et de fait, leurs revendications économiques sont tout à fait conformes au néolibéralisme et euh, sont décorrélées de ce que devrait être, la gauche. oui, absolument, Et bien mais évidemment, en oubliant la nation, la souveraineté. Il a eu ce mot, il a dit il n'y a même plus le concept de nationalisation des industries, par exemple, du médicament qui manque cruellement à notre pays. C'est même sorti du concept, en fait. oui, oui, bah, voilà, bah, c'est les courants, il y a un affaissement intellectuel total. Ces Mm. gens-là n'ont pas lu Marx, ou sérieusement, Mélenchon vient du courant le plus pauvre du trotskisme, le lambertisme. Je dis pas ça parce que quand j'étais jeune, j'étais à la LCR, la boutique d'en face, mais enfin, ils n'avaient pas en leur sein les ressources intellectuelles Mm. pour comprendre Marx. Ils débitaient tout ça comme un bréviaire, n'est-ce pas? Donc, oui, oui, bah, oui, ces gens-là n'ont pas lu Marx, ni même sérieusement Gramsci, et ils font une sorte de Ruby-Ruba. Pourquoi? Eh bien, justement, parce que le cours de l'histoire les rend comme des somnambules et ils essayent de se raccrocher aux débris de naufrages qui se trouvent et ils constituent. Bon. Mais le réel, c'est le réel. Il faut se demander pourquoi le nouveau Front populaire est à son score historique électoral le plus bas, puisqu'il regroupe toute la gauche. Il y a quand même des principes de réalité. Donc, Mélenchon et le wokisme sont forts et influents dans la petite bourgeoisie intellectuelle déclassée du fait du néolibéralisme, à la fois matériellement, intellectuellement. Donc, il y a un ressentiment de nature fort différente que peut unifier Mélenchon, mais sous la conduite de Mélenchon, la gauche est en voie de disparition. Peut-être que c'est pas Ça va seulement être bas. c'est peut-être pas seulement de son seul fait. Le Parti socialiste est aussi responsable de cette évolution tragique. Mais vous l'avez dit avec David Kella, Oui. néolibéralisme, wokisme convergent. La note de la fondation Terra Nova, néolibérale, Mm. donne politiquement ce que va traduire Mélenchon dit différemment. La société française ne serait pas une république depuis la Révolution française, Mm. elle serait une somme de minorités, n'est-ce pas? Donc, Sciences Po, où j'ai enseigné 33 ans avant de le quitter, en désaccord public avec les directions successives pour leur complaisance avec le wokisme qui, à partir du 7 octobre, pouvait tout à fait accueillir la confusion entre la critique d'Israël et l'antisémitisme, puisque le wokisme ontologise les individus dans des communautés selon qu'elles seraient victimes ou oppressives. Donc, si on est un jeune étudiant juif
à Sciences Po, sauf à se mettre à genoux et à battre sa coupe, on est forcément d'accord avec Netanyahou et la colonisation. Bref, Oui, Sciences ils ne Po, connaissent pas Ali Barnavi, par exemple. oui, ils ne connaissent rien au fond. Ils sont dans les passions manichéennes et ils sont des idiots ultimes. Hein. LFI est l'idiot ultime de l'islamisme, le nouveau Front populaire est l'idiot ultime du macronisme. Et au fond, d'où viennent toutes ces erreurs? Ils viennent de l'illusion que c'est l'eau qui fait le pas, alors c'est les peuples qui font l'histoire. C'est ce qu'a compris Marine Le Pen parce que hors des institutions, voulant accéder au pouvoir contrairement à son père, elle a senti les recompositions entre la question nationale et la question sociale. Elle a rompu avec son père pour entraîner le RN vers la République, alors que son père était un avatar djihadiste ou néofasciste. Bref, l'erreur d'optique de la plupart en France, c'est de croire que le cours des choses vient des appareils politiques, comme le pensent les lambertistes et Mélenchon, le haut, les classes dirigeantes, alors que dans ma grille d'analyse, c'est l'inverse. Ce sont les expériences collectives des peuples qui font avec retard et de façon déformée les débats intellectuels, idéologiques, les rapports de force politiques, selon que les forces politiques captent les mouvements de la société d'en bas et qu'elles arrivent à en donner une traduction idéologico-politique. Et si le RN progresse, c'est pas parce qu'il y a des contaminations d'idées comme le virus, c'est pas parce qu'il y a des lepénisations des esprits comme le pense Plenel, c'est pas par ou Rosan Fallon ou voilà, des gens qui ont ces types de grilles d'analyse, hein, ou ce romancier qui a écrit un livre indigne sur le printemps républicain et Laurent Bouffet, bref, tous ces estroits d'esprit qui ne comprennent rien à ce qui se passe ont en commun de croire que c'est la carte politique qui fait le paysage politique. Non, c'est le paysage du peuple qui fait, selon les capacités et entendement des politiques, le cours des choses. Hein. Trump, au départ, c'est un aventurier, homme d'affaires, qui, pour exister, fait des provocations ou des outrances, et tout d'un coup, il s'aperçoit que ça marche, qu'il est en train de renverser l'establishment républicain. Donc, comme il n'est pas complètement puceau que les autres, il approche que, au fond, les peuples se replient sur le sentiment archaïque de leur imaginaire et ils profitent du départ des démocrates vers l'exacerbation du wokisme et des minorités, oubliant qu'aux États-Unis, bien sûr, les minorités ont une place décisive, mais qu'à partir du moment où le socle commun des Américains, qui est d'être une terre promise commune, est respecté. Et c'est là-dessus que Trump a surfé. Bref, c'est pas Trump qui fait les États-Unis, ce sont les expériences collectives des Américains qui ont fait à un moment Trump. Bon, ben, il en est pareil partout dans le monde.
qu'il s'agisse de Xi Jinping, Erdogan, les formes d'expérience et d'instrumentalisation des religieux islamistes. Bon. Alors, dans mon esprit, je ne mets pas tout ça. Là, je suis un analyste, donc je ne dis pas ce qui est bien, ce qui est mal. J'essaye d'analyser lucidement ce qui fait l'histoire, le cours de l'histoire. Si la France est le pays qui s'affaisse le plus, c'est parce que son imaginaire est le plus contradictoire avec les gouvernances de l'Union européenne que relaie le sommet de l'État contre l'imaginaire de la nation et ses intérêts, qui est de dire à la France, pour survivre, il faut respecter des règles juridiques et économiques immédiates. Eh bien non, la France, c'est l'inverse. C'est la construction d'un avenir commun par le politique en se projetant dans l'avenir. Et la dette abyssale française, d'où vient-elle? Eh bien, elle vient du fait qu'une loi de finances, c'est l'adéquation entre des recettes et des dépenses maîtrisées dans la construction d'un avenir économique tenant ensemble compétitivité économique et modèle social. Pourquoi dépensons-nous plus qu'ailleurs et pourquoi nos services publics se cassent la gueule en même temps? Eh bien, justement, parce que l'État impose des réformes en son sein dans les services publics, dans les politiques macroéconomiques contraires à l'imaginaire français. Et donc, le réel résiste. Le réel de notre imaginaire et de notre modèle social et de ce qui fait notre génie économique. Et donc, il y a deux puissances contradictoires. L'État impose des réformes structurelles contraires à l'imaginaire français, ça fait empilement, ça fait dysfonctionnement, ça fait gaspillage, ça fait confusion entre investissement et dépenses, entre bonnes dépenses, mauvaises dépenses, sparadrap immédiat pour colmater les brèches et stratégie industrielle, éducative, de recherche, de moyen et de long terme, gagée sur la souveraineté nationale que contourne l'Union européenne. Voilà pourquoi l'Europe s'effondre et voilà pourquoi la France, plus particulièrement et plus rapidement, s'effondre plus que les autres. Dans tous les domaines économiques, sociaux, d'école, de services publics, de recherche, dans tous les domaines où autrefois nous excellions, nous disparaissons peu à peu. Et mais justement, quid du gouvernement Barnier et de la situation politique dans laquelle on est? Alors, j'ai une vague idée sur la réponse que vous pourriez donner, Stéphane. Mais est-ce que ce gouvernement peut-il sortir le pays de l'ornière et résoudre tous ces graves problèmes et ces contradictions? Ou alors est-il la phase ultime du macronisme qui tend à la dissolution définitive de la souveraineté nationale et populaire dans un magma néolibéralo-atlantiste bruxellois? L'Europe ne peut sortir de sa crise que si elle passe
de sa fédéralisation à marche forcée actuelle, aidé par la situation post-Covid et la guerre en Ukraine, a son génie, qui est l'Europe des nations. Il faut construire l'Europe, il ne faut pas quitter l'Union européenne, mais il faut de l'intérieur revenir à l'Europe des nations en faisant de la politique et non pas de l'économie avec Berlin et avec Bruxelles. Si la France, depuis Maastricht, avait fait de la politique et non pas de l'économie avec Berlin, on n'en serait pas là où on en est. Et le macronisme est la dernière étape de la déliquescence. Et le gouvernement Barnier est la dernière étape du macronisme. S'il échoue, la pression sera telle que le président Macron devra quitter le pouvoir sous la pression du pays, des classes dirigeantes et des marchés. Vous pensez qu'il pourrait quitter le pouvoir et pas qu'il serait tenté par une aventure avec l'article 16, il a l'hubris pour cela? Oui, non, mais bien sûr, la grande habileté du président Macron a été de jouer sur l'irresponsabilité, l'irénisme du nouveau Front populaire dans son maximalisme qui a ouvert la possibilité d'un gouvernement de droite. Donc Emmanuel Macron excelle toujours comme tacticien pour diviser ses oppositions et pour se maintenir, ce qui lui fait l'économie de comprendre les vraies raisons de notre effondrement dont il aura été un agent actif nonobstant les promesses de son tout début de premier quinquennat où au bout d'un an il s'est heurté au Nein de la chancelière allemande à Aix-la-Chapelle suite à sa demande de réorientation des politiques européennes, puisqu'il avait fait ce que je lui avais dissuadé de faire. Il avait donné des gages économiques à Merkel, pensait-il, pour faire bouger Merkel. Et je lui avais dit que c'était mal connaître les Allemands et leur imaginaire, pour qui le terme dette et culpabilité, Schuld, est identique. Donc, l'Allemagne court à sa perte, la France court à sa perte, l'Europe court à sa perte, parce que les Français n'ont pas tenu leur place, méconnaissant le génie français qui est de résoudre des crises par la politique. Donc, cette inculture générale de nos élites nous a conduits là où nous sommes. Donc, Emmanuel Macron veut se maintenir, mais si le gouvernement Barnier échoue, je pense qu'il échouera. Il ne tient qu'à la rapidité du RN de se remettre en marche et de voir derrière lui le procès de Marine Le Pen, mais la situation dans le pays va être telle que je ne vois pas le gouvernement Barnier se maintenir, ou bien il ne fera rien. Or, ne rien faire dans le moment actuel, c'est du point de vue de Bruxelles, de l'État d'un côté, et du point de vue du pays qui souffre de l'autre, absolument impossible. Donc, selon moi, on ne peut pas redresser la France sans réorienter l'Europe. Je ne dis pas pour des raisons idéologiques, mais pour des raisons de cohérence intellectuelle avec ma grille d'analyse. En France comme en Europe, il faut remettre les institutions en cohérence avec les imaginaires des peuples dont ils procèdent. Alors, ça pourrait quasiment être une conclusion, parce que c'est ça l'objectif.
remettre les institutions en cohérence avec les imaginaires dont ils procèdent. Visiblement, on n'y est pas encore. La crise multiple que l'on vit se cristallise sur le sujet maintenant du budget 2025. Monsieur Moscovici, l'inénarrable président de la Cour des comptes, a dit que ce serait le budget le plus difficile à ficeler de toute la Ve République. Chaque semaine qui passe, on découvre qu'en fait, le déficit des comptes publics est plus important que ce qui était annoncé la semaine précédente. Il semble qu'on se dirige vers une situation où on aura moult débats et excitations à l'Assemblée nationale, où ça passera par 49.3 tant que le Rassemblement national ne votera pas une motion de censure, voire au bout de 70 jours, on n'aboutira à rien et ce sera l'article 47 qui rentrera en œuvre et le gouvernement fera le budget qui lui plaira. Est-ce que vous pensez que ça va craquer avec ce budget, que ce soit à l'Assemblée ou dans la rue, ou alors vous pensez que le macronisme va se servir de cette situation et de la difficulté que vivent de nombreux Français pour tenter une sorte de coup de matraque, d'une thérapie de choc supplémentaire sur le dos des Français? Le gouvernement n'a pas la légitimité politique pour s'attacher frontalement au modèle social français. Et pour avoir échangé à l'époque des Gilets jaunes avec le sommet de l'État, nos classes dirigeantes ont compris que le pays, c'était le pays. Et qu'il ne se réduisait pas à ce qui se passe dans l'hémicycle ou dans les sondages d'opinion. Les Gilets jaunes, grande chagrin, ont appris aux classes dirigeantes ce qu'est l'inconscient collectif d'un pays qui l'anime. Les leaders des Gilets jaunes, ni les classes dirigeantes, ni les gouvernants ne savaient ce qu'était une chagrin. Vous ne voyez pas la différence entre une chagrin, un mouvement social, une révolution. On voyait même certains s'étonner qu'une chagrin ne trouve pas de traduction politique et électorale, et dire quel était leur désarroi et la culture politique. Le propre d'une chagrin, c'est justement d'être un mouvement qui vient des profondeurs du pays, qui articule la question sociale et la question de la souveraineté, c'est-à-dire des devoirs du seigneur, du monarque, du souverain à l'égard de ses mandants et de la nation. C'est Macron, nourrit ton peuple. Il a nourri, il y a ton peuple, disait cette pancarte des Gilets jaunes. Donc, les classes dirigeantes ont compris au travers des Gilets jaunes qu'il y avait un inconscient collectif des peuples, ce que j'appelle un imaginaire. Donc ce gouvernement n'a absolument pas la légitimité pour mener une attaque frontale contre le modèle social français. Et donc, quelque part, dans son souvenir, il se souvient dorénavant, c'est pas parce qu'on n'a pas une opposition unie en état de marche qu'on peut se permettre ce que l'on veut avec le peuple français. Donc, je ne vois. Alors, ça ne veut pas dire que des choses irraisonnables ne vont pas se faire. Hein. Je ne suis pas un devin, ni un psychanalyste, ni une cartomancienne. Bon, mais je ne vois Vous êtes quand même un bon prévisionniste.
on va dire? Non, je dirais, à partir du moment où on pense que les sociétés sont mues par des courants de fond et qu'on ne se trompe pas sur la nature de ces courants de fond, on ne peut pas prévoir les événements, mais on peut prévoir les dynamiques de moyen terme et on peut prévoir s'il faut absolument pas faire. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Quand arrive le mouvement des Gilets jaunes, je dis au président Macron de recevoir tout de suite les Gilets jaunes à l'Élysée parce que c'est une chacrie. Il fait l'inverse. Là, je pouvais être absolument sûr qu'il adviendrait ce qui est advenu une radicalisation du pays, beaucoup de souffrance, beaucoup de défiance, de désarroi. Ça a été terrible. Mais je pense que ce gouvernement n'a pas les moyens. Donc il va essayer de faire des compromis entre les pressions extérieures, les situations intérieures, le court terme et le moyen et le long terme et la réalité de la situation et les chiffres annoncés. Donc chacun se livre au jeu habituel, mais les problèmes de fond du pays ne sont pas résolus, les problèmes de fond de l'Europe ne sont pas résolus, et sur le moyen et le long terme, tant que l'Europe ne deviendra pas une Europe des nations permettant à chaque pays de déployer son modèle et son génie, de sorte comme pour aérospatial, de mettre ensemble des génies divers au service d'un projet commun ambitieux, l'Europe s'effondrera et tant qu'on ne remettra pas, c'est la conséquence, l'État au service de la nation, la France s'effondrera plus vite que les autres. Alors peut-être pour terminer, et pour revenir, à l'international, est-ce qu'il n'y a pas une course en avant, une fuite en avant, tant au niveau européen de madame von der Leyen, on le voit dans le rapport de Mario Draghi qui invite à un emprunt de 800 € par an dont il faudrait destiner une part importante à l'industrie de l'armement. On le voit avec les votes au Parlement européen sur l'autorisation de tirs de missiles à longue portée, dans la profondeur du territoire russe, qui est quasiment une déclaration de guerre. On le voit avec, Benjamin Haddad qui, dans le dos du Premier ministre, sûrement en accord avec, Emmanuel Macron, va à Berlin pour, donner une interview, qui est quasiment une interview de déclaration de guerre puisqu'il dit que, il faudrait, il est ministre, hein, donc il dit qu'il faudrait autoriser les tirs de missiles à longue portée et pourquoi pas déployer les troupes, françaises au sol, que l'option n'est pas enlevée. Est-ce que il n'y a pas une fuite en avant vers, l'agitation du spectre de la guerre pour, mobiliser, d'une manière ou d'une autre des Français dont l'imaginaire les pousse justement à aller vers les solutions que vous préconisez? Ce qui fait la crédibilité d'une position, que l'on soit en régime de démocratie libérale, c'est notre cas, heureusement, mais dans les régimes autoritaires, les dictatures ou les pseudo-États terroristes, c'est une seule chose, c'est le lien avec son peuple. Or, les conditions de l'engagement de la France en Ukraine, au-delà du soutien économique et géopolitique à l'Ukraine, répond à des conditions très précises de l'ordre de 3 niveaux. Le premier, la confiance au gouvernant ou gouverné,
ce n'est pas vraiment le cas. La seconde, la maîtrise des buts de guerre. Et la troisième, la cohérence entre les fins et les moyens. Concernant l'Ukraine, soyons précis. Quels sont les buts de guerre de la guerre en Ukraine? Est-ce le retrait de la Russie de l'Ukraine? Est-ce un compromis acceptable sur la nature de la nation ukrainienne ou sur un partage des territoires, les deux étant liés? Ou est-ce le renversement de Vladimir Poutine comme c'était annoncé au départ? Les Français ne voient pas le but de guerre. Et donc, c'est ramené à les valeurs, le camp du bien, le camp du mal. Bon. Deuxièmement, la cohérence entre les fins politiques et les moyens militaires. Or, les Français ont, à juste titre, le sentiment que ce n'est pas en Europe que ça se décide. Le président Macron voudrait reprendre la main politique en inversant les fins et les moyens, en disant que sur le terrain militaire, en étant maximaliste au travers des missiles, il reprendrait la main politique. Non, ça c'est une fuite en avant, et comme personne n'y croit, la position de la France s'effondre. Non pas que je dise qu'on ne va pas y arriver, mais si on y arrive, ce ne sera pas parce que la France l'aura préconisé, ce sera parce que la situation là-bas, sur le terrain, ou à Washington, ou à Moscou, ou à Pékin, aurait changé. Donc tout cela, ce sont des fuites en avant qui montrent au fond une sorte de pusillanimité où la tactique l'emporte sur la stratégie, où la tactique l'emporte sur la stratégie. Tout ça, évidemment, est une situation dangereuse, et pour en revenir à votre première question, pour éviter le chaos, il faut repartir du réel, des bonnes analyses de la situation, et si on va à la racine des problèmes, alors on peut peut-être, avec des interlocuteurs raisonnables, arriver à faire en sorte que le monde fait de civilisations et de peuples fort différents deviennent enfin une sorte d'orchestre où chacun a sa partition, ses intérêts, mais où on peut en relever les grands défis que sont la crise climatique, la justice internationale, les crises migratoires, et la possibilité de résoudre par la politique les guerres. La phrase de Clausewitz est toujours juste. La guerre est la continuation de la paix par d'autres moyens. Avec les guerres asymétriques, dans le moment néolibéral, les frontières entre la paix et la guerre ont tendance à s'estomper. Mais le fondement des peuples, c'est toujours le politique, c'est-à-dire le fait de se regrouper ensemble, puisque l'humain sait qu'il va mourir, il sait que les ressources sont limitées, les gens s'assemblent ensemble pour faire face ensemble dans des communautés, en général dans des frontières, aux défis communs. Bon, eh bien, quels que soient les endroits de la planète
Voilà ce qu'il y a en commun dans l'humanité. La dignité des peuples, la dignité des personnes, le fait de donner une terre habitable à nos enfants, voilà ce que nous avons tous en commun sur cette planète. Les peuples, pour des raisons géographiques et historiques, trouvent des façons de voir et des solutions un peu différentes. Voilà ce qu'il faut mettre sur la table. Voilà pourquoi le politique est ce qui tient ensemble après le religieux, les êtres humains et les nations entre elles. Eh bien, Stéphane, je vous remercie et je vous remercie aussi pour cette note d'espoir, cette très belle formulation que je reprendrai du grand orchestre international où chacun joue sa partition de la manière la plus harmonieuse possible. C'est une très, très, très belle image, je trouve. Nous avons, Georges, imagine que, comme beaucoup, nous avons des enfants où nous sommes soucieux des enfants des autres. Nous sommes soucieux de la jeunesse et il serait bon que nous usions notre intelligence et nos moyens à essayer non seulement d'éviter le pire, mais de donner un espoir aux générations qui arrivent. Eh bien, encore une fois, merci Stéphane. Merci pour cette vision d'ensemble, tout ce savoir et cette grande sagesse qui permet d'appréhender par le haut les problèmes de notre temps et d'y donner et d'y mettre de l'espoir. Merci encore. Vous êtes Merci. le bienvenu quand vous voulez, car ce sont des sujets importants. 1 heure, c'est bien pour en parler, mais on pourra en parler beaucoup plus. Et donc, en vous souhaitant une excellente journée, merci d'être venu et à très bientôt. Merci à vous.